notre époque. Voilà, je célèbre une autre époque. C'est bon, on est bon. Donc voilà, on va lancer du coup l'intervention un livre, c'est ça, un Allez, auteur. Une rencontre, un auteur. Une rencontre, un auteur, voilà, je me suis trompé. Sur Tupuna. Donc, Mais ça va, on parle de livre. Donc tout va bien. Allez, je vous laisse la parole. Ok, Maruru, Yorana, oui, Darius. Alors déjà, pour te présenter brièvement, donc tu es diplômé d'une école de commerce et tu es cadre au sein d'une grande société locale dédiée au transport aérien et au tourisme. Il n'y a pas énormément de... Voilà. Tu as donc pu mêler obligations professionnelles et curiosité personnelle en sillonnant régulièrement donc, les archipels du Pacifique. Tu es très investi dans la culture polynésienne, ayant notamment dansé plus de 20 ans, et encore toujours, dans les groupes de Ori Tahiti, jusqu'à porter toi-même une troupe avec ton compagnon, Olivier Lenoir, Tahiti à Rurutunua. Et en parallèle, tu as suivi donc une formation universitaire, un diplôme, un DU universitaire, sur les patrimoines naturels, culturels et historiques polynésiens à l'Université de la Polynésie française. Et c'est ce qui a, entre autres, motivé l'écriture de cet ouvrage qui, moi, m'a enchanté, qui se nomme Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres de Tahiti et dans les îles, paru aux éditions donc Au Vent des Îles. Et c'est l'une des nouveautés de ce 21e Salon du Livre qui a ainsi commencé à résonner au sang de nos Tupuna, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc on va revenir ensemble donc, sur l'ensemble des 6 chapitres de ce bel ouvrage où finalement tu nous prends un peu par la main, nous lecteurs, pour nous embarquer dans ce voyage extraordinaire, cette quête même sur les traces donc, de nos ancêtres, nos Tupuna, et si j'ose dire, presque comme une hôtesse de l'air qui guide les passagers vers leur destination. Vous allez voir, j'ai fait énormément de jeux de mots. Comme une ihitai. Voilà, comme une ihitai. Pour lancer donc notre rencontre, un livre, un auteur, une rencontre, un auteur. J'ai juste envie de te dire déjà que ton ouvrage, en fait, m'a donné envie de relire, voire de lire tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque, parce que tu apportes ton regard sur notre histoire, mais surtout tu nous pousses à voir finalement notre propre regard et notre propre quête sur notre histoire. Est-ce que c'était un but de ton ouvrage, c'est-à-dire redonner envie, d'avoir envie de plus de culture? Ah, tout à fait. Alors déjà, je te remercie d'avoir accepté avec de grand plaisir m'accompagner dans ce petit voyage de ce soir. Donc, comme je le dis souvent, comme la plupart des personnes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école. C'est le cas pour les générations avant moi, certaines générations après moi. Donc, ça a toujours été un peu il y a eu un grand voile noir sur le passé, et c'était un grand désir pour moi de lever ce voile. Et l'opportunité s'est présentée avec tout ce que tu nous as expliqué, avec mon parcours. Et j'espère sincèrement et humblement contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire, de nos patrimoines, et que ce livre serait une première marche en fait, pour permettre aux lecteurs de s'adresser à d'autres livres peut-être plus compliqués. Parce que c'est vrai que dans ce travail que j'ai fait, une des difficultés, c'était aussi que l'information existe, mais elle est dispersée dans de nombreux livres, souvent des livres savants et pas toujours faciles à lire du premier abord. Donc j'espère que mon livre, qui se veut vraiment simple, pas dans le contenu, mais dans la façon de l'écrire, avec beaucoup de photos, d'illustrations, incitera le lecteur déjà à lire jusqu'au bout. Et ensuite, 250 pages, mais c'est très digeste, ça voilà, c'est clair. Voilà. Oui. Et ensuite à s'orienter vers ses propres recherches, parce qu'en 250 pages, on dit beaucoup. Je pense que ça nous permet d'avoir la base des connaissances qu'on devrait tous avoir, et que moi j'ai découvert. J'ai appris mon histoire en allant des cours d'histoire à l'université, et j'espère qu'ensuite ça pourra conduire chacun, comme tu disais, à aller plus loin, voilà, dans le voyage. Alors je laisserai pour le public qui voudra poser des questions quand même un temps, mais on va déjà commencer donc à larguer les amarres pour ce voyage avec le premier chapitre donc sur Tahiti, Oiamau et ses îles, terres d'aventure et de légende. Donc on retrouve dans cette partie richement illustré, tu viens de le dire aussi, tout ce qui a trait à la géologie, aux migrations, au peuplement du Pacifique Sud, en passant évidemment par l'art de la navigation ancestrale. Et en parlant de navigation, ça me permet d'ailleurs d'aborder cette magnifique première de couverture où on voit donc Fa'afai'te. Est-ce que tu as un lien particulier avec cette pirogue traditionnelle et ce qu'elle porte, la navigation aux étoiles ? Alors, Fa'afai'te, effectivement, j'ai une histoire particulière avec cette pirogue. Moi, j'ai beaucoup, suite au diplôme universitaire et à tous les livres que j'ai lus, j'ai voyagé dans le temps. Mais j'avais
j'ai commencé dès cet instant à être passionnée par tout ce qui touchait à la navigation ancestrale. J'en parlais autour de moi, des copains pêcheurs et tout. Est-ce que vous savez naviguer aux étoiles? Est-ce que vous savez naviguer aux étoiles? Et j'ai eu l'opportunité, à une époque où j'avais un peu mis l'écriture de côté, d'être membre de Fafaite Te Maori. Donc j'ai participé pendant 3 années en tant que Ihite. Ihite est plutôt de la terre, j'ai navigué un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec mon travail, je n'étais pas disponible tout le temps. Donc sur Fafaite, également sur Maru Maru Atua, la pirogue des îles Cook. Et j'ai réalisé aussi l'accueil pour Hokulea, qui est la maman de nos pirogues d'aujourd'hui. Voilà, donc oui, beaucoup d'intérêt pour cette pirogue et pour le message qu'elle véhicule. Et je suis très fière que nous ayons notre pirogue, parce que dans toutes les recherches que j'avais faites, on voyait que les Hawaï, voilà, les îles Hawaï, les Hawaïens avaient leur pirogue, mais nous, toujours pas. Donc maintenant, je suis très fière que nous ayons notre pirogue. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui œuvrent pour le renouveau de la navigation traditionnelle, mais oui, une grande fierté pour Fafaite. Tu parles de message. Quel est justement le message de Fafaite? Fafaite prône le renouveau de cette navigation traditionnelle qui, comme beaucoup d'arts ancestraux, ont disparu. Et donc, il prône aussi le retour à certaines valeurs. Et donc, c'est vrai que c'est une association fantastique. Je vous conseille de vous en rapprocher. Moi, je sais que j'ai eu la chance de naviguer, pas seulement comme ça, mais aussi aux étoiles. Donc, justement, nos Tupuna ont conquis de nouvelles contrées en naviguant avec les étoiles. Aujourd'hui, de grandes nations et riches financiers se battent pour conquérir de nouveaux espaces en direction des étoiles, en déployant des trésors de technologie. Est-ce que les connaissances traditionnelles de nos Tupuna ne sont pas plus contemporaines et modernes que jamais? Oui, peut-être qu'on peut le voir de cette manière-là. Moi, j'ai beaucoup aimé un texte de Eric Kant, qui était un grand archéologue que tout le monde connaît, qui est toujours là. Oui, il est toujours. Il l'est toujours. Oui. Yorana Eric. Il est là. Qui est toujours. Et qui était, je voulais dire, qui était mon professeur à l'université. Et donc, j'ai beaucoup aimé un de ses textes. Il disait que le parcours des ancêtres, leur élan dans le Pacifique, était unique dans l'histoire de l'humanité et était comparable en fait à la conquête de l'espace. Donc je trouve que ce parallèle qui est super beau, surtout venant de quelqu'un d'aussi savant que Eric Kant. Alors pas sûr que c'était comme Jeff Bezos, Elon Musk avec des milliards de dollars, non, mais ça, c'est justement c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que avec l'intelligence de nos cerveaux, on pouvait aussi faire des choses. Alors j'imagine, voilà, on paye les gens, voilà, le voyage continue. Maintenant, on va hisser les voiles vers le chapitre 2 où tu parles de la rencontre avec les Occidentaux, les fameux premiers contacts où tu décortiques le mythe et les réalités. Est-ce que c'est un sujet à aborder avec des pincettes, même encore aujourd'hui, le fait de toucher à un mythe qui subsiste et demeure encore aujourd'hui à déconstruire? Alors, je ne sais pas si ces mythes-là sont vraiment à déconstruire, mais je dirais qu'ils sont plus à clarifier. Donc c'est vrai que le mythe du paradis, le mythe de la vagine, etc., c'est des mythes auxquels on est beaucoup attaché. Moi, je travaille dans le tourisme, donc ce sont des très beaux mythes. Je pense que ça reflète surtout le fait qu'on a un pays qui est magnifique, un peuple qui est unique aussi. J'ai côtoyé beaucoup de gens dans mon métier qui ont voyagé dans le monde entier, qui sont dans le secteur du tourisme et qui ont trouvé que la population ici était particulièrement accueillante et généreuse, etc. Donc je pense que les mythes ont toujours un petit fond de réalité, mais ce qui était surtout important, c'était de montrer que voilà, derrière ce mythe se cache beaucoup de malentendus culturels et derrière ces mythes se cache surtout la vision des personnes qui ont inventé ces mythes-là, donc pour le cas, donc pour les Occidentaux, donc qui ont vu le paradis. Donc voilà, on se rend compte que ce sont deux mondes qui étaient si différents qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets et donc je me suis basée sur leur travail et qui montrent que voilà, c'était pas simple pour deux mondes si différents de se comprendre et cela a donné lieu à de nombreux malentendus. Et donc dans mon chapitre 2, je parle du début des malentendus. C'est le début parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ah, justement, c'est vraiment un ouvrage très sérieux que tu as écrit. Sérieux, mais pas ennuyeux. Mais pas ennuyeux. mais tout ce qui est sérieux n'est pas ennuyeux. Combien de livres, finalement? Parce que, comme je disais au début, ça m'a donné envie de relire des livres.
Combien de livres est-ce que tu as dû potasser, relire? Parce que tu dis, je me suis basée sur des recherches. Voilà. Comment s'est fait justement ces recherches-là? Alors en fait, moi, mon point de départ, c'était effectivement le DU à l'université. Et à l'issue de ce DU, j'ai fait une rencontre. Jean-Bernard Carrier, qui est auteur pour le Grand Guide de voyage dans les planètes. Lui, il était auteur déjà. Et il m'a proposé, vu qu'on se côtoyait dans le cadre professionnel, pour mettre à jour son guide, il venait me voir à Tahiti. Et un jour, il m'a proposé, ça ne te dit pas qu'on fasse un livre ensemble? Bon, j'étais un peu surprise parce que ce n'était pas vraiment dans mes plans de vie. Il m'a dit, écoute, tu écris et moi je fournirai les photos. Et comme je sortais de ce DU avec les yeux écarquillés en me disant, mais en fait c'est pas possible qu'on soit ignorant à ce point de notre histoire, donc je lui ai dit, ok, c'est parti, je me lance dans ce projet. Bon, ça a pris beaucoup de temps et Christian a été très patient. Combien d'années? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Et alors, pour te dire le nombre de livres que j'ai lus, ça sera difficile à dire. Je ne les ai pas comptés. Par contre, j'ai fait une photo que je présente sur ma page d'auteur sur Facebook, où je suis en photo avec mes piles de livres, et il y en a beaucoup. Hein. Oui, voilà, j'en ai lu 2,5 mètres. Alors, tu écris évidemment sur tous les bouleversements subis par ces contacts et qui font tomber peu à peu la civilisation première dans l'oubli. Est-ce que tu penses que cet effacement mémoriel est irréversible? Alors, c'est vrai que pour moi, de partir sur les traces des Tupuna, donc ça a été dans les livres, ça a été aussi à travers des expériences culturelles. Des rencontres, j'imagine. Des rencontres, oui. Tous mes voyages aussi que j'ai pu faire, dont tu parlais au début. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise, et dans ce livre, je suis allée d'étonnement en étonnement, de surprise en surprise, et c'est tout ça, je le partage avec vous. L'effondrement démographique, ça a été un grand choc pour moi. C'est vrai que c'est compliqué de se dire comment est-ce que la civilisation, ou en partie, a pu survivre en ayant vécu tous ces bouleversements. Donc les premiers contacts, les guerres qui se sont suivies, l'effondrement démographique, l'évangélisation, la colonisation française, comment cette civilisation en fait a pu survivre. Donc dans mon chapitre 3, je parle lequel on va arriver bientôt, je parle de cette civilisation perdue, parce que oui, suite à tous ces événements, elle a disparu en grande partie. Est-ce que c'est irréversible? Je ne saurais pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver à travers, comme le travail que j'ai fait, mais sur tout un tas de domaines spécifiques. Il y a des choses qu'on peut retrouver, et puis il y a des choses qui sont effectivement perdues à jamais, et qu'il faut réinventer ou reconstruire, comme ça a été le cas de certains secteurs. Puta Tupuna, notamment, que tu cites dans l'ouvrage aussi. Oui. Et c'est comme peut-être la danse ou certains aspects du tatouage, où il y a une part d'authenticité, puis il y a une part inévitable de création, parce que, ou d'invention un petit peu, parce que on n'a pas de machine à remonter le temps, hein, c'est ça en fait. Pas encore. Après les étoiles, on va remonter dans le temps. Avec le projet des étoiles, peut-être qu'ils vont nous faire la machine en question. Alors maintenant, on va amarrer sur le chapitre qui m'a le plus marqué, moi. C'est le 3e chapitre de ton livre. Le thème, c'est celui d'une civilisation donc perdue. Et pour cela, je vais te citer, puisque tu écris « Autrefois maîtres dans l'art de mémoriser les traditions, les Polynésiens deviennent subitement un de ces peuples sans mémoire, sans passé. » Est-ce que ton livre vise à une éventuelle résurgence de certaines pratiques aussi ancestrales, ou au moins à une reconnaissance à leur juste valeur par les Polynésiens qui ignorent encore majoritairement les us et coutumes de leur tupuna? Alors, un retour à certaines traditions, je ne sais pas. Il y avait des traditions qu'on a envie, quand même. Surtout que c'est pas mal, quoi. Oui, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que la civilisation des ancêtres n'était pas du tout celle que moi j'avais pu entendre enfant. En fait, il y a beaucoup de préjugés et de mythes hérités. Fantasmés. Voilà, beaucoup de fantasmes hérités de l'époque des grandes découvertes, entre guillemets, par les Européens, donc, où ils ont projeté leur regard et ils ont vu un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément une réalité. Donc, en fait, comme je le disais tout à l'heure, leur vision renseigne sur eux-mêmes, leurs problématiques et leur société, mais ne nous renseigne pas forcément sur la nôtre. Donc, il faut apprendre à lire entre les lignes.
c'est le travail que font les chercheurs aujourd'hui, de nous aider à lire entre les lignes. Et les chercheurs polynésiens ont leur rapport aussi là-dessus. Donc, c'est vrai que ce que je dis souvent, parce qu'on me dit, ah oui, ben, la société ancienne, on ne peut pas la retrouver puisque c'est une civilisation orale. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça ne suffit pas à expliquer qu'il y ait une déperdition. Ce qui explique pour moi le plus la déperdition, ce sont les épidémies, l'évangélisation, la colonisation, tous ces faits, tous ces événements, puisque de ce qu'on sait aujourd'hui, la société des anciens avait développé des systèmes de mémorisation très élaborés avec des taoua dans chaque domaine. Donc le taoua n'était pas le prêtre forcément, mais c'était le spécialiste, l'expert dans chaque tradition. Donc, et puis on avait les heirepo, les récitants, ils apprenaient les généalogies par cœur, par cœur, par cœur. Donc ces sociétés n'auraient pas survécu si elles n'avaient pas développé des systèmes très élaborés de mémorisation. Donc pour moi, c'est déjà une première chose. Alors après, effectivement, pour un peuple qui était maître dans l'art des traditions, ils deviennent tout d'un coup, sous la plume occidentale, un peuple sans histoire, puisque longtemps dans l'histoire de l'Europe et à l'époque des grandes colonisations et des grands empires coloniaux, ils considéraient que les peuples sans écriture n'avaient pas d'histoire. Or, nous savons aujourd'hui, et les chercheurs européens sont les premiers à nous renseigner là-dessus, que cette vision-là était erronée, bien sûr. Donc, et effectivement, on doit aujourd'hui apprendre à lire entre les lignes. C'est ce que mes professeurs m'ont appris, c'est ce que j'ai essayé de partager dans ce travail-là. Et ouais, c'est passionnant d'avoir un nouveau regard sur les ancêtres et de revoir notre vocabulaire aussi. Dans ce chapitre, on reparle de... et ça, je l'ai beaucoup appris avec Éric Comte notamment. C'était le terme, on ne dit plus préhistorique. On dit pré-européen. On ne dit plus des peuples primitifs. On dit des peuples premiers. C'est important parce que tous ces mots-là ont une connotation... Les mots sont importants, oui. Voilà, ça a une connotation très péjorative et très dévalorisante pour les peuples qui étaient différents. Alors qu'aujourd'hui, on les remet tous à leur juste place. Et ça, c'est agréable aussi d'avoir ce nouveau regard. Oui. Et tu proposes aussi un regard... Dans ce chapitre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la partie sur le culte des ancêtres, la hiérarchie, les enjeux de cette dernière. Est-ce que tu en tires, toi, des enseignements qui pourraient être appliqués à nos sociétés aujourd'hui ? Alors, moi j'ai adoré aller à la rencontre des Tupuna. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que sur certains sujets, ils étaient très en avance par rapport aux sociétés occidentales à la même époque. Le rôle des femmes, par exemple, bien que ce soit... cette ancienne société était autrefois une société guerrière et masculine principalement. Les femmes avaient une place et on considérait qu'elles avaient un certain mana et un mana certain. Et c'est vrai que c'est en rentrant dans l'évangélisation, dans la société chrétienne, que les femmes sont devenues inférieures dans la vision qu'on a pu avoir ensuite. Donc, c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça formidable aussi que la société ancienne admettait qu'il y avait des marous. Ça a toujours été côté avant-gardiste un peu. Voilà, ou le fa'amu, le fait de garder le lien avec la famille d'origine. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est peut-être des évolutions qui se font aujourd'hui dans la société occidentale. Si on revient sur les marous, il n'y a pas si longtemps, en Europe, les personnes... qui étaient différents pouvaient être en prison ou être mis à l'écart de la société parce que c'était des choses qui n'étaient pas du tout admises, et alors que pour les Polynésiens c'était naturel. Donc on ne peut pas revenir en arrière, la machine n'a toujours pas été inventée, mais je crois qu'il y a des enseignements sur certaines choses dans la vie des Tupuna, des choses qui peuvent nous éclairer, pas forcément tout, mais certaines choses, ce sera à chacun de choisir. Pour terminer sur ce chapitre, donc tu fais le répertoire, tu as choisi 10 us et coutumes de la naissance à la mort et une introduction à ce que nos ancêtres justement ont apporté au reste du monde. Est-ce que sur ces 10 préceptes, est-ce que c'est transposable encore aujourd'hui ? Ça rejoint un peu aussi ma question d'avant, et puis surtout sur la partie ce que les ancêtres ont apporté au reste du monde. Alors certainement, il y a des choses qui seront difficiles à appliquer aujourd'hui. Mais il y a encore des choses qui se poursuivent, comme le poufinois, comme pour les mariages des toparaïoa. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont perduré. Il y a des choses qui ont disparu. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de, comme on vit dans cette société multiculturelle si riche, on a la possibilité peut-être de choisir, de se dire,
voilà, moi, il y a certaines choses qui me plaisent et que je pense... Toi, c'est ta vision. Ouais, c'est sans opposition voilà, et un choix, on va dire, de tirer le meilleur des deux. Voilà, sans opposition, je pense qu'on peut choisir le meilleur des deux, ou trois, ou quatre, comme tu dis, puisqu'on a cette richesse en nous, hein, puisque, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis très métissée. Et je pense que de le vivre comme une richesse et de pouvoir avoir un regard différent sur la culture des ancêtres et la revaloriser et lui donner sa juste place au même titre que les autres cultures, ça serait fantastique. Tu parles justement de ton métissage, donc on off, tu m'as parlé de toi, de ta famille, qui avait des oppositions aussi. Et dans l'écriture de ce livre, ça ne transparaît pas, mais toi, ça t'a affecté, clairement. Oui, parce qu'en fait, moi, dans ma famille, j'ai une partie de la famille qui est adventiste, donc très dans la religion. J'ai une autre partie de la famille qui sont entrés dans les groupes de danse. Et donc, c'est vrai que c'est deux mondes qui ont parfois du mal à communiquer, parce que pour beaucoup qui sont très investis dans la religion, tout ce qui a trait au monde des anciens fait toujours partie du monde des sauvages, en fait. Et je pense que c'était important de redonner leur juste place aux Tupuna, ni bons ni mauvais sauvages, juste des humains différents. Et moi, je vois que c'est important de se réconcilier avec eux parce que ils ont leur place comme les autres. Et ça m'attriste beaucoup de voir qu'on continue parfois dans les familles à être en conflit et en rejet du passé parce que c'est pas conforme à la religion spécifiquement. Voilà, donc ça, c'est un aspect. Et puis, bon, on parlera des autres sujets dans la colonisation tout à l'heure, sur la famille. Là, on arrive, là, parce qu'on va remonter le vent et tirer des bords vers le chapitre 4. Donc, tumultueux, effectivement, avec le temps des colonies, où tu évoques les rivalités entre l'Angleterre et la France, puisque la Polynésie ayant longtemps été sous domination anglaise avant de devenir colonie française. Donc, on est au 19e siècle, dans ce chapitre 4. Plusieurs événements et plutôt très violents sont le quotidien de cette époque, les guerres franco-tahitiennes, les différents protectorats. Comment est-ce que justement tu as fait le choix aussi, tu vois, de cette période sombre, violente? En fait, moi j'ai trouvé, et ça m'avait beaucoup surpris, que même dès le contact, donc dès le chapitre 2, le contact avec les Européens a été extrêmement violent. Parce que moi j'ai grandi dans l'idée que les Européens arrivent, collet de fleurs tamouré et ça y est, tout va bien, on te donne 3 clous, les femmes se vendent pour 3 clous. Enfin voilà, moi j'ai vécu avec ces histoires qu'on nous racontait et en fait le contact a été extrêmement violent et ça a été des négociations de part et d'autre pour trouver un petit peu un équilibre. Effectivement, la période de la colonisation a été, elle aussi, très violente. On se rend compte, effectivement, que les chefs, à cette époque, ne savaient pas trop comment gérer tous ces étrangers qui venaient, qui mettaient un peu le bazar et tout. Donc, il y avait besoin d'un soutien d'une grande puissance. Ils n'étaient pas trop d'accord sur laquelle choisir. Mais on voit effectivement que voilà, ça s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Colonisation est un acte violent. Et donc, c'est vrai que ça a été aussi une surprise pour moi. Et j'ai essayé tout au long de ce travail de partager, d'être factuel le plus possible. Justement, comment on prend du recul, que chacun fasse son idée. Quand c'est ta propre histoire, comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ça aussi? Ça prend du temps. Ça prend du temps pour digérer aussi tout ce qu'on lit, essayer de le retraduire d'une façon qui soit entendue par tous et d'une manière qui soit apaisée. Voilà. Je pense qu'au travers de ce chemin, moi j'ai trouvé aussi une certaine paix avec mes différents ancêtres, même si ça n'a pas toujours été facile, puisqu'ils se sont battus entre eux, ils se sont aimés, ça n'a pas été un chemin de tout repos. Le travail que j'ai essayé de faire aussi tout au long du livre, c'était de faire entendre la voix des ancêtres, du début à la fin, parce que c'est vrai, ça c'est un sujet dont on avait déjà parlé. On connaît bien la vision occidentale, mais on connaît peu les voix des Tupuna. Et tout au long de ce travail, j'ai essayé de présenter les différents points de vue des Tupuna, des Européens, et même parfois des chercheurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc j'essaie de le mettre d'une manière factuelle, parce que quand on pose les faits, on essaie de ne pas y mettre trop d'émotions, et c'est plus facile pour le lecteur ensuite de se faire sa propre idée.
Est-ce que tu dirais que tu as fait un travail de chercheuse Ben, moi, parce que ce n'est pas ton métier de base, oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas mon métier. Moi, je suis... j'ai un master en marketing, donc ce DU sur les patrimoines. Mon expertise, c'est la connaissance des destinations des îles et des pensions, etc., et le transport aérien. Donc c'est vrai que quand je suis partie sur ce chemin-là, j'avais un peu une appréhension de me dire, mais est-ce que les gens vont s'intéresser à mon travail, vu que je ne suis pas docteur en quoi que ce soit. Mais je pense que l'intérêt d'être... Moi, ma force, je pense, dans ce travail, c'est justement d'avoir un profil marketing, communication, tourisme. Et ce sont ces connaissances-là que j'ai utilisées pour rendre accessible, en fait, les connaissances que j'ai pu acquérir dans ce DU patrimoine et que j'ai développé, puisque après le DU, il a fallu lire les 2,5 mètres de piles de livres. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu une inquiétude, mais ma maman, qui est chercheure de double doctorat, me dira, elle me le dit d'ailleurs souvent, ce n'est pas parce que tu n'as pas le statut que tu n'es pas chercheur. C'est un véritable travail de recherche que tu as fait. Et d'autres, Evan A, à qui j'ai présenté mon travail, m'ont fait la même réflexion. Ils m'ont dit non, c'est un vrai travail de recherche. C'est un travail énorme qui a été fait de recherche, de lecture, de synthèse, pour synthétiser toutes ces connaissances. Donc... bon, voilà. Il fallait ton profil pour ça, certainement. Peut-être. Dans ce chapitre, donc, sur le temps des colonies, se pose aussi le casse-tête de l'indivision. Alors que les Tupuna avaient une organisation spatiale et une relation à la Terre qui devait être communautaire, tu cites d'ailleurs cette phrase « Traduction, la Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Et cette problématique donc d'accès aux biens immobiliers aujourd'hui encore, est-ce que c'est pas aussi un marqueur de l'évolution sociétale polynésienne, cette perte de repères par rapport à leur propre terre? Ah, certainement. Et puis les affaires de terre nous animent beaucoup d'entre nous. Là, quand on voit le tribunal foncier, c'est... Voilà, il y a toujours du monde, il y a la queue. Et on a tous dans nos familles des personnes qui consacrent beaucoup de leur temps à faire les généalogies, à aller faire les papiers et à se battre en fait, soit avec des tiers, soit au sein d'une même famille pour justement déterminer les droits de chacun. Donc c'est vrai qu'au temps des Tupuna, la terre appartenait aux ancêtres. Ils te les mettent à disposition. Tu as l'usufruit, en fait, tu as le droit de l'utiliser. Ou bien même il y a un chef de clan. Voilà. Donc chef de clan a pour rôle de répartir les terres auprès de chacun en fonction en fait d'une organisation sociale. Mais c'est vrai que chacun pouvait trouver sa terre. Après, il y a des discussions possibles sur ces sujets-là, puisqu'il y avait certainement des conflits au niveau des terres et parfois des guerres et des déplacements, etc. Mais c'est vrai que le principe de base consistait à ce que la terre n'appartient pas à une personne. C'est le code, la colonisation française qui a mis en place le code civil et les systèmes de droit de propriété. Et on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, c'est une source de grande souffrance pour les familles. Et j'avoue que je ne sais pas trop comment on va sortir de là. Et puis de conflits incessants au sein des familles. Où finalement beaucoup se retrouvent sans aucune terre. C'est un comble quand même pour un peuple pour qui l'essence même c'était la terre appartient aux ancêtres et c'est aux descendants d'en prendre soin, mais en étant certains le plus souvent de pouvoir avoir un lieu où résider. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui on est dans des conflits permanents. Moi je vois pour ma propre famille, c'est les affaires de terre et je ne suis pas bien sûr la seule. Nous occupent beaucoup de temps et font beaucoup de conflits. Pour faire une petite parenthèse sur la période coloniale, vu que on est dans le sujet, moi je me suis rendu compte aussi, en travaillant sur notre généalogie, que on a une partie de nos ancêtres en fait qui sont à I, c'est un peu on va dire des princesses. Elles ont toutes été mariées à des occidentaux qui ont ensuite, ces mariages-là leur ont permis d'accéder aux terres et ensuite ils ont tout vendu. Donc c'est vrai que aujourd'hui, en tant que descendant de ces différentes personnes, on peut se dire mais c'est pas juste là, c'est pas normal. Donc c'est vrai que ça répond un peu à une question que tu avais tout à l'heure. En fait, voilà, quand on est descendant de personnes aussi différentes qui se sont aimées, disputées, c'est compliqué parfois de trouver la paix.
Parce que les affaires de terre restent un souci et on n'a pas encore, à mon avis, trouvé la solution. Voilà. Dans ce chapitre, tu positionnes à nouveau l'effondrement démographique. Alors, on n'a pas donné le chiffre. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette baisse de plus de 80% de la population? Moi, je savais le chiffre, mais je ne pensais pas que c'était étendu à toute la Polynésie. Alors, je ne sais pas si ma question va passer ou pas, mais est-ce qu'on peut parler de génocide? Alors, moi, de ce que j'ai pu observer, cette dépopulation, elle n'était pas volontaire. Il n'y a pas eu une volonté des Européens de détruire la population. Même s'ils venaient avec les armes, c'était pas forcément pour danser la Macarena, voilà, on est d'accord. Voilà, donc les armes, c'était pas pour danser la Macarena. C'était bien sûr, à cette époque, les grandes puissances étaient en train de conquérir le monde et se disputer en fait des vastes territoires. Donc c'est vrai que voilà, on l'a vu sur plusieurs épisodes de notre histoire que l'on connaît un peu plus, hein, voilà, que moi en tout cas je connais plus. On voit bien que ça s'est fait dans la violence. Maintenant, le déclin démographique, c'est vraiment fait par les maladies et il n'y a pas eu de volonté, comme on a pu le voir en Amérique du Nord, de rendre les gens malades ou de les exterminer. Ça s'est fait parce que les populations n'étaient pas immunisées. Et donc, si génocide il y a, c'est un génocide microbien. Ce n'était pas une volonté voilà, de détruire les populations. Mais c'est vrai que ce chiffre de 80%... C'est choquant. Hein. C'est... Bon, comme tu le redis plusieurs fois, tu te dis, mais c'est comme si aujourd'hui, sur les 270 000, il restait une infime partie. 20%, voilà. C'est rien du tout. Voilà. Et il y a beaucoup de textes que 40 000 j'ai personnes, voilà. à peu près. Il y a beaucoup de textes que j'ai lus qui montrent que les observateurs au 19e ou début 20e pensaient que les Polynésiens allaient complètement disparaître. Ils craignaient. Et en fait, la France a mis en place des moyens sanitaires, des médecins, pour permettre d'endiguer ce déclin. Mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas rendus compte tout de suite. Et après, les chiffres varient d'un chercheur à l'autre. Hein, il y a, dans les estimations démographiques, il y a parfois des estimations très élevées, très basses, mais voilà, les chiffres que j'ai indiqués, d'ailleurs, je donne les différents points de vue dans le livre. Et c'est vrai qu'on est sur du 80-90% selon les îles. Et moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est de Tupoué. Et j'imagine que d'un seul coup, ils étaient 9000 et se retrouvent à 400 ou 200 dans quelques décennies. C'est extrêmement choquant. Et je pense que ça n'a pas été sans conséquence pour les générations aussi, pour les générations suivantes et pour la transmission, bien sûr, des différentes connaissances. Ça fait partie de notre histoire. Oui. Voilà. On reprend le voyage. Maintenant, on va aller cap sur l'avant-dernier chapitre. Donc, c'est un chapitre vraiment à part, qui est celui du renouveau politique et choix économique. Tu situes ce chapitre 5 après la Seconde Guerre mondiale et tu dédies plusieurs pages au Metua, Pouvan'a ou pas. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi ce personnage politique? Alors, pourquoi ce choix? Mais en fait, le chapitre précédent se termine vraiment par la période des épidémies et une colonisation qui met les chefs à l'écart. Donc pendant 100 ans, les Polynésiens n'ont plus de représentants, donc ils sont dans le silence. On ne sait pas ce qu'ils pensent en fait. Je ne sais pas si on le sait aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont murés dans le silence. Et c'est Pouvan'a qui va insuffler un nouveau souffle et qui va prendre la parole et prendre des positions. Et moi, à vrai dire, j'ai pas appris Pouvan'a à l'école. Hein. J'ai pas appris tout le reste non plus, sauf bien sûr en cours du soir à l'université. Mais quand j'étais enfant, j'ai appris son histoire avec le documentaire de Marie-Hélène Villiers, Début du peuple. Exactement. Donc moi, j'ai appris Pouvan'a grâce à ce documentaire et aussi aux différents ouvrages qui existent sur le sujet. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé le livre de la biographie que Bruno Sora a écrit sur Pouvan'a. D'ailleurs, il est traduit en tahitien. C'est ça qui est par Valérie Gaubré. Voilà, et qui donne en fait... on rentre un petit peu dans la vie du personnage, on fait connaissance avec lui. Donc j'ai essayé de résumer ce livre-là. Bon, j'en ai lu d'autres, bien sûr, hein, qui
qui ont complété ce travail-là. Mais j'étais très contente de le connaître parce que c'est vrai que Pouvana, je ne connais pas. J'ai appris à l'école Gorbatchev et Staline et plein de présidents russes, par exemple. Mais alors, ils nous servent forcément dans la vie. Hein? Absolument. Bon, ça sert toujours. Hein. Ça sert toujours. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas du tout de connaissances et c'était un plaisir pour moi d'aller aussi sur ses traces à lui, parce que même s'il n'est pas le seul à avoir joué un rôle important, son exemple nous renseigne quand même beaucoup sur la vie de son époque. Apparemment, mon arrière-grand-mère, qui est des Australes, était très fan de Pouvana. Voilà. Mais tu sais, personnellement, donc les Itaiteta viennent de Fit'i, de Huarine. Et quand il y a eu justement toute cette médiatisation, grâce notamment à la fois au documentaire et puis au livre, il y a eu d'un coup d'un seul des histoires qui sont ressorties dans les familles. Je me suis dit, bah, en fait, on connaît. Enfin, tu vois, c'est ça qui est fou, comme effectivement, ça peut un peu raviver l'histoire aussi et se revenir. Et ce livre-là, moi, je le dis, il est très très important parce qu'il ravive toutes ces lumières-là. Personnellement, c'est ce que je pense. Cette période je t'en prie. Cette période du XXe siècle, c'est évidemment marquée par les essais nucléaires de la France en Polynésie, l'installation du CEP et de l'après-CEP et la nécessité finalement de créer une économie qui puisse maintenir un peu le niveau de vie des Polynésiens. Est-ce que justement on voit... sans forcément poser, parce qu'on n'a pas de regard économique, je ne vais pas te demander ça, mais comment faire finalement, tu vois, après ces premiers contacts, et puis cette installation, et puis on enlève, et puis il faut retrouver une économie. Tu l'expliques très bien, finalement, c'est parce que tu restes toujours très factuel sur ce qui se passe. C'est ce que je souhaitais, c'était de rester factuel le plus possible pour que chacun ensuite puisse se faire son avis. Donc c'est vrai que les Tupuna ils ont vécu leur histoire dans le peuplement, où là, effectivement, on aura peu de témoignages. On en a plus sur le contact, qui a été un premier grand bouleversement. Ensuite, l'évangélisation. Ensuite, la colonisation française. Et le CEP vient apporter un nouveau bouleversement, une nouvelle transformation, un nouveau choc, en fait, dans la vie des Polynésiens. Et... alors, quels enseignements tirer pour l'avenir, je ne sais pas. Est-ce que ce qui a été fait pour développer une économie qui permette de maintenir ce mode de vie, est-ce que c'est suffisant? Moi, je préfère laisser la réponse aux économistes et aux politiques. Par contre, je retiendrai une chose, c'est que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et interpellé. C'est le fait que dans les années avant CEP, sur le plan alimentaire, on était beaucoup plus autonome qu'aujourd'hui. C'est-à-dire on exportait même des denrées à l'extérieur. Et c'est vrai que... les oranges, voilà, il y a tout un catalogue. Coton, alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'arriverait plus à les vendre à l'extérieur. Je ne sais pas, on ne peut pas... Au niveau concurrentiel, peut-être que c'est compliqué. Ouais. Voilà, on est dans une mondialisation où c'est un petit peu compliqué, avec des pays très puissants. Mais c'est vrai qu'on avait la capacité déjà à se nourrir nous-mêmes. Et c'est vrai que le Covid, l'an passé, nous a montré que... dès que les frontières se ferment, on court tous au magasin, on commence à tout stocker. Acheter du papier toilette. Pas trop pourquoi, mais... Voilà. Les boîtes, les pâtes. Et pourtant, on a aussi un renouveau vers le secteur primaire depuis ce Covid, parce qu'on voit les émissions à la télé, etc., où on nous montre comment planter, etc. Donc c'est un retour. C'est comme les problématiques en termes d'obésité. Moi, je dirais, quand j'étais enfant, on n'arrêtait pas de nous dire ne mangez pas le matiti, ça fait grossir. Bon, ok. Et aujourd'hui, on nous dit mais non, arrêtez de manger des hamburgers et de boire du Coca-Cola. C'est le matupuna qu'il faut manger. Donc voilà, il y a des choses sympas à prendre dans l'héritage des tupuna et qui sont meilleures pour la santé. Et comme le ma'atupuna, j'ai vu une jeune fille aux infos il n'y a pas longtemps en parler, dire remangez le ma'a de vos ancêtres parce qu'au moins vous serez en meilleure santé. Puis on va pas se le cacher, un bon farfarou avec du mitihoué. Non mais moi je suis fan de ce ma'atupuna, tu vois. Non, moi on m'a pas dit. Tu l'as pas entendu. Mais pourtant oui, je vois que effectivement ça peut, voilà. La destination finale, donc le chapitre 6, pour moi il te définit puisque tu écris sur la renaissance de la culture polynésienne et patrimoine. Donc quand le renouveau culturel a eu lieu, tu n'étais pas né. Qu'est-ce que tu peux, toi, nous en dire au travers de ton expérience aussi personnelle de la culture? Et est-ce que tu ambitionnes, toi, de contribuer à un nouvel ou un autre élan culturel?
Alors pourquoi pas, hein, on pourrait faire quelque chose ensemble, et oula, avec d'autres. Il y a déjà beaucoup de gens qui œuvrent pour... je pense que ce renouveau, il est en permanent renouveau, peut-être. Donc c'est vrai que le renouveau culturel, c'est vrai que les 5 premiers chapitres déroulent le fil de l'histoire jusqu'à nos jours. Et à la fin de cette histoire, je n'avais pas à savoir comment, ok, on sait tout ce qui s'est passé, mais comment la danse est revenue, comment les tatouages sont revenus après 100, 200 ans d'interdiction. Donc le 6e chapitre, le dernier, s'interroge vraiment sur ce renouveau culturel. Donc il y a une partie effectivement qui s'est faite quand j'étais toute petite, hein, le retour de la danse, etc. Ma maman nous a amené, quand on était petite, à tous les tiurei, parce qu'on disait le tiurei et pas le heiva. Donc c'est vrai que c'est là. À l'époque, il n'y avait pas autant d'écoles de danse. Ça, alors, je me souviens aussi. Voilà, donc quand j'étais petite, je pense qu'il y en avait très peu. Elle nous a amenés au tiurei. Donc ça fait naître chez moi un rêve d'être danseuse que j'ai pu réaliser. Par la suite, effectivement, dans les années 90, il y avait 4-5 écoles de danse. Aujourd'hui, il y en a, je sais pas, tu sauras ça plus que moi, une quarantaine, j'en sais rien. Ah non, même plus, oui. Ouais, voilà, oui. Beaucoup. Sans parler de toutes les écoles qu'il y a à l'étranger. Et donc, c'est vrai que la danse, ça avait toujours été une passion pour moi. Alors, je me suis intéressée à son retour sur la scène, le retour des chants, comment on a réussi à surmonter, en fait, toutes ces interdictions. Et à refaire naître ces traditions. Le tatouage, par exemple. Donc moi, j'ai un bon exemple à côté de moi, puisque j'ai mon compagnon Olivier Lenoir, qui a fait partie du renouveau culturel au niveau du tatouage, des célébrations sur le marais, avec Tavana Salmon. Et je voulais saluer... Tavana qui a 100 ans cette année. Voilà, exactement. Extraordinaire. Et je voulais saluer Tavana parce que j'en parle parfois à des générations plus jeunes qui ont 30 ans et ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et mon livre, c'est aussi pour que les personnes qui ont joué des rôles importants ne soient pas oubliées. Alors, on ne peut pas citer tout le monde, mais Tavana, c'est un personnage clé. Et c'est vrai que Montané a pu vivre en fait ce renouveau avec lui. Donc moi, je ne suis pas tatouée. Je cherche encore mon tatouage parce que je voudrais faire quelque chose qui a du sens et qui ne soit pas juste faire quelque chose qui est joli et que ça a un sens par rapport à mes tupuna et à mon histoire. Mais par exemple... Olivier, qui est tatoué des pieds à la tête, a été tatoué par Tavana à la traditionnelle, hein, avec le tiari et le peigne, là. Et ce sont des motifs qui correspondent à son histoire. Donc ça, c'est super de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Donc lui, il l'a vécu, mais il a vécu des deux côtés, c'est-à-dire dans le sens où il est rentré dans le renouveau culturel, mais lui, il a vécu le rejet de sa famille très impliquée dans l'église qui a dit ah non, le tatouage c'est Satan, hein. Donc c'est vrai que on revient un peu au sujet qu'on avait tout à l'heure, c'est que c'est pas toujours facile de faire vivre les deux civilisations, les deux cultures ensemble parfois, parce que la religion occupe toujours une place importante, ce qui est très bien, mais voilà, c'est pas toujours facile de trouver une juste place pour chacun. Donc moi, le renouveau, en continuant ce sujet, Turur Apoto, Henri Hiro, qui est d'ailleurs ma première phrase du livre, c'est plus la génération de ma maman, par exemple. Donc moi, je ne les ai pas connus, donc je les ai découverts également à travers ce voyage sur les traces des Tupuna. Alors, tu dédies également un long sous-chapitre sur les vestiges du passé, aux recherches archéologiques, mais tu traces également des points, ce que j'appelle d'ancrage, parce que tu parles de tous les archipels, tu évoques aussi les richesses naturelles, les langues. Est-ce que tu as choisi finalement de clore ton ouvrage, et ce sera une de mes dernières questions, sur les ruines de notre passé commun pour mieux regarder vers l'avant et reconstruire ensemble un peu? Oui, on peut le voir de cette manière-là. Moi, j'ai eu la chance avec mon travail de parcourir les archipels, et donc c'est vrai que les photos qui sont à l'intérieur sont des lieux que j'ai quasiment tous vus, et des photos qu'on a choisies avec l'équipe de Christian, mais qui correspondent à des lieux que j'ai connus. J'ai eu la chance de parcourir la Polynésie et de connaître mon pays, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ce que je voulais partager dans ce chapitre, au-delà de comment le renouveau culturel s'est réalisé, c'est de montrer que nous avons des patrimoines naturels, culturels, beaucoup plus riches que ce que l'on pense. Des sites archéologiques, dont j'en cite un certain nombre,
dans tous les archipels. Et d'ailleurs, si tu me permets, en parlant de sites archéologiques, la Direction de la culture et du patrimoine a sorti un ouvrage sur les dernières 10 années de recherche archéologique. Donc c'est libre. On peut aller sur le site de la Direction de la culture et du patrimoine. Il y a énormément de recherches, des récomptes, effectivement, dedans. Oui, et pas simplement. Et c'est vrai que j'avais vu la présentation de cet ouvrage-là au journal par le jeune homme qui l'a réalisé. Anatawari. Ah voilà, Anatawari. Et c'était Sylvia Richaud qui avait fait le tahitien. Et donc j'ai trouvé cette présentation fantastique. Donc c'est vrai qu'on a une grande richesse, mais pour pouvoir la préserver et la promouvoir pour nous-mêmes et pour nos visiteurs, encore faut-il la connaître et la valoriser. Et c'est vrai que tant qu'on considérera que toutes ces choses-là, c'est le truc de Satan, c'est des trucs qui ne sont pas intéressants, ou c'est des trucs de sauvages, on aura du mal à les sauvegarder. Donc, mon message, c'est un peu de dire, voilà, les anciens, les Tupuna, c'était des humains comme les autres, avec leurs qualités, leurs défauts. Ils ont réalisé des choses extraordinaires, comme certainement des choses moins. Mais voilà, ils méritent leur place dans la lumière. Et leur héritage, il appartient à chacun d'entre nous de le reconstruire. Si on prend le cas d'un marais peut se reconstruire avec l'aide des archéologues, bien sûr, pas chacun dans son coin. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être reconstruites, il y a un certain nombre de traditions qui peuvent être transmises, et on a besoin de leur redonner leur juste place et leur valeur. Et je dirais aussi, c'est ce que je disais aux enfants que j'ai vus hier, il y a une classe qui était venue me rencontrer et qui m'ont fait cet honneur-là. Et je leur disais, vous avez tous dans votre famille, et je termine le livre d'ailleurs là-dessus en disant, tout le monde a un grand-père, une grand-mère, un tonton, une tati, qui connaît quelque chose. Un ra'otheti, un trestage, une technique de pêche, et il appartient à chacun de nous d'apprendre ces connaissances-là et de les préserver. Parce que c'est vrai que, voilà, une fois que les personnes de connaissance seront parties, on sera bien malheureux de se dire « Ah, j'aurais dû écouter ma grand-mère. Ah, j'aurais dû écouter mon grand-père. » Ce qui est naturel quand on est jeune, on ne s'intéresse pas forcément aux trucs des vieux. Mais voilà, c'est pas forcément des trucs de vieux, c'est des trucs d'aujourd'hui et qui peuvent apporter un grand épanouissement. On le voit pour la danse. La danse apporte un grand épanouissement à de nombreuses personnes. Donc les autres connaissances que les Tupuna nous ont, les autres héritages qu'ils nous ont transmis, ils sont aussi une source d'épanouissement. Moi, j'en suis convaincue. Pour cette interview, cet échange. Je sais que je suis dans le timing, puisqu'il reste encore 10 minutes pour celles et ceux qui veulent poser des questions. Encore merci pour ce voyage. Merci beaucoup. J'ai fait un agréable voyage, sache-le, en lisant cet ouvrage. Et je pense que je vais devoir le relire parce que tu sais... c'est dense. C'est très dense. J'ai pas tout mis dans ma tête, mais c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est que je pourrais dire à ma fille qui a 5 ans, voilà, un livre d'histoire pour toi. Quand elle saura lire, ce sera un de ses premiers livres, voilà. Tu vois. Et ce que je voulais faire, c'est pour ça que je le voulais, donc avec beaucoup de photos, d'illustrations, des schémas, et pour que ce soit accessible en fait à tout le monde. Moi, j'ai une nièce qui a 11 ans qui a commencé à le lire. J'ai une autre nièce qui est plus âgée et qui le promène en classe parce que ça lui permet de répondre aux questions de culture générale sur la Polynésie. Voilà, donc c'est pas... Voilà, j'espère vraiment que ça permettra de toucher un large public. J'ai aussi beaucoup d'amis dans la danse ou autres qui me disent « Ah, moi, j'aime pas trop lire. » Donc, j'ai dit justement, moi, j'ai fait ce livre en pensant à vous, avec toutes ces photos, ces illustrations, des petits « Le saviez-vous » qui attirent l'attention sur un sujet en particulier. C'est vrai qu'il y a plein de petits détails qui ont leur importance, en fait. Voilà, il y a plusieurs façons de rentrer dans le livre. Et j'espère qu'en lisant certaines parties, ils auront envie de plonger dans le reste du livre et de monter dans la pirogue avec nous. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, c'est vrai, on peut applaudir Moari quand même qui a travaillé tellement d'années pour nous donner voilà, ce qu'on va traduire comme le livre le plus digeste de l'histoire pour moi de la Polynésie quand même. Merci beaucoup. C'est pas fini, pareil, je l'ai interrogé tout à l'heure, apparemment il y a du travail sur autre chose. Oui, bon après j'espère que ça ne va pas me prendre 10 ans parce que j'ai beaucoup de travail là où je travaille, donc c'est vrai que c'est du temps que j'ai pris sur mes week-ends, mes vacances, voilà, c'était... Mais ça valait le coup. Ça valait le coup, oui. J'ai souvent voulu abandonner,
Mais bon, voilà, peut-être que les Tupuna, ils étaient en train de me pousser. Ils étaient là, oui, c'est sûr. Me pousser, allez, tu termines. Bon, voilà, ça y est, j'ai terminé ma mission. Mais ils sont encore là, ils ont d'autres missions. Oui, c'est ça. C'est ça. Une de mes sœurs me dit souvent, quand tu vas aux interviews et que tu as peur, ne t'inquiète pas, tu ne viens pas seule. Ils sont là. Donc voilà. Merci à eux d'avoir fait en sorte qu'il fasse beau, avec moi. Oui, voilà, qu'on ait un peu de vent. Tout à fait. Et c'était vraiment leur rendre hommage aussi, parce que c'est vrai que tous ces mythes, ces préjugés, c'est aussi beaucoup de souffrance. C'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de dévalorisation dans les familles. Et j'ai voulu rendre hommage à mes grands-pères, mes grands-mères, etc., pour montrer leur vision, la vision occidentale aussi, et essayer de remettre juste les choses tout simplement à leur place, parce que voilà, ils ont fait un parcours tellement fabuleux, ils méritent d'être, pour moi, dans la lumière. Tu vois, il y a d'autres Tupuna, là, il y a des petits coqs qui sont là en mode... elles veulent poser des questions, hein, les poules. Est-ce que vous aviez des questions? On a un chant aussi. Petit oui, là, oui. Yorana. C'est un constat. Oui. C'est pas une question. Je suis très fière et tes parents, tes grands-parents pourraient être très fiers d'avoir une jeune ici de cette génération qui vient. Ce que j'ai entendu là, ça me fait vraiment beaucoup de. C'est cher au cœur. Merci beaucoup. C'est la transmission qui est faite par toi. Et cette médiation d'une manière intelligente. Donc j'ai vu ton parcours de chercheur. Merci beaucoup. Et tu es le livre qui a lu et je t'assure, j'espère que beaucoup continueront à écrire. C'est ce que j'espère aussi. C'est très riche et réellement j'ai hâte de lire ton livre parce que je l'ai acheté. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'en 257 pages, on ne peut pas raconter toute l'histoire dans tous les détails pour tous les archipels. Mais voilà, je suis partie de l'histoire de Tahiti parce que c'est la plus documentée. C'est celle où on trouve le plus de choses. Et j'ai fait, autant que faire se peut, des petits clins d'œil aux autres archipels, puisque j'ai une arrière-grand-mère de Tupoué, des amis aux Marquises, plein d'amis au Tuamotu. Donc voilà, j'ai parlé aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont originaires de Hana. Quand même, c'est les Paratas, hein, c'est un peuple aussi qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai essayé d'oublier personne, mais c'est vrai que j'espère que ça permettra à d'autres de partir faire des recherches de leur côté et de continuer à nourrir ce travail-là. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yorana. Alors moi, je suis, comme la dame, très fière d'être là ce soir parce que, sans vous connaître, sans connaître le contenu de ce livre, j'ai été aspirée. Ah, merci beaucoup. Alors, à chaque fois que vous êtes passé ou à la radio, à la télé, j'étais là. Alors, je vous ai écouté, je vous ai beaucoup entendu et je me demandais si j'allais vous rencontrer. Et Heoura m'a aidé à vous rencontrer, donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Donc je suis venue sans savoir ce qu'il y a dans ce livre. Et ma première question était, a-t-il été facile pour vous? Parce que vous avez parlé de la première page de couverture, mais vous avez parlé que de l'image. Vous n'avez pas parlé du titre. Ouais. Est-ce que ça a été facile pour vous de donner ce titre à ce livre? C'est ma première question. Oui. Et ma deuxième question était, est-ce que les textes anciens, en réo, les Papa Tupuna ou autres, les légendes ou les écrits de nos anciens, vous ont aidé aussi à enrichir ce livre? Merci beaucoup pour la question. Merci d'être venu me voir et de m'encourager. Là, je suis tellement émue que je perds mes moyens. Le titre. Alors, le titre, moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, il y a plus de 15 ans, je l'avais mis sur les traces des ancêtres. C'était parce que c'était mon chemin. Je partais en expédition sur les traces de ces Tupuna, dans les livres, mais aussi, je le dis souvent, dans toutes les expériences que j'ai vécues,
en allant visiter les îles, en découvrant le tiki de l'Evaver, les sites, les pépins aux Marquises, voilà. Et aussi à travers la danse, parce que j'ai beaucoup dansé, puisque souvent dans les thèmes, on apprend aussi les légendes. Alors j'ai la chance aussi d'avoir une maman, Simone Grand, qui est une érudite, n'est-ce pas, qu'elle est auteure de thèmes aussi. Donc c'est vrai que tous les échanges que j'ai eus avec elle, on se voit tous les dimanches, on s'appelle tous les jours, voilà, ça m'a aussi beaucoup enrichi. Donc mon titre au départ, c'était « Sur les traces des ancêtres ». Et ensuite, j'avais des hésitations. Est-ce qu'on met histoire, histoire, nature et culture? C'était un peu ça mon titre. Et en fait, comme il y a un autre livre qui était déjà sorti par les professeurs de l'université, mes professeurs d'ailleurs, une histoire de Tahiti, c'était compliqué d'avoir deux livres qui s'appellent Histoire. Donc du coup, j'ai dû me creuser la tête et me dire qu'est-ce que je vais trouver comme titre qui va avoir du sens pour moi. Et c'est là que j'ai regardé en fait des livres qui étaient faits par les Maoris. Wakamoana, c'est un livre que j'ai consulté aussi. Wakamoana, c'est un livre qui traite de la navigation. Il y a beaucoup d'informations aussi dedans, qui est édité par les Maoris. Il y a un autre livre qu'ils avaient fait, Tangata Henua, qui parlait à ce moment-là de l'histoire des Maoris. Donc je me suis dit, c'est bien aussi de mettre un nom tahitien, un nom qui ait du sens, avec la crainte que peut-être qu'il ne sera pas compris par les gens qui ne sont pas locuteurs. Et donc, bon, ça a pris un petit moment, mais après, c'est devenu une évidence. Tupuna. Ça pouvait être que ça, en fait. Donc, j'ai eu des difficultés à trouver le titre, mais je me suis dit que ces difficultés, elles m'ont conduit là. Je devais être là. C'est ce titre-là. Parce que c'est le seul nom qui devrait être sur cette couverture, Tupuna. Et après, on a gardé en sous-titre mon voyage sur les traces des ancêtres, parce que c'est un voyage dans le temps, mais aussi dans les îles. Je suis convaincue qu'en parcourant notre pays et les pays de nos cousins, on peut aller sur leurs traces. On ne verra pas leur visage en entier. Il y aura toujours le voile, mais un peu plus clair, peut-être un brouillard un peu moins épais. Et à Tahiti dans les îles. Donc c'est comme ça que le titre est arrivé, et je me suis rendu compte que heureusement que j'ai pas pu utiliser le titre que je voulais au départ, parce que c'est celui-là qui plaît à mes Tupuna. Et à beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, ils en avaient des frissons, ils m'ont dit on a des frissons avec ce titre. J'ai dit bon, mettons-nous, voilà. Et tu peux papa Tupuna. Alors, ce que j'ai essayé de faire donc, tout au long de ce travail, on en parlait un peu tout à l'heure, c'était, voilà, quand je me suis dit, ok, je vais écrire ce livre, donc je suis repartie dans les livres, Encyclopédie Waya, et après tous les livres sur tous ces sujets. Et j'ai commencé à faire mes chapitres, de faire dans un ordre, voilà. Et à chaque fois, je me suis demandé, ok, les visions occidentales, on les connaît bien. Bougainville, voilà, tout ça, voilà. Même le volcanisme. Donc j'ai essayé, tout au long de ce voyage, de présenter le point de vue tahitien d'abord, si je le trouvais, dans les textes anciens. Donc par exemple, quand en chapitre 1, on plante le décor et qu'on parle de la formation des îles, avant de parler du volcanisme, je parle de Taroa, de Maui, de Taf'e, de Hiro, de Ru et Hina, parce que moi je les ai découverts dans ce voyage aussi. Je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école, à part en cours d'histoire à l'université, mais je n'ai pas appris mes légendes non plus. Alors du coup, je me suis dit, ça va être l'occasion de mettre un peu, voilà. Donc dans mon premier chapitre, c'est Terre d'aventure et de légendes, donc c'est vrai que je présente des légendes à différents endroits qui proviennent principalement de Te Wira Henui. Alors Te Wira Henui, ce n'est pas une tahitienne, mais son grand-père, Osman, le missionnaire, a collecté des textes auprès des Taoua, des grands sages de l'époque. Donc, voilà, on peut considérer quand même que c'est un matériau fiable. Pareil, quand on arrive quand les Européens se posent la question, et encore aujourd'hui, d'où viennent les Polynésiens, j'ai trouvé des textes dont Bengt Danielsson, qui est un chercheur suédois, qui a beaucoup travaillé au musée. Il a trouvé des textes où les premiers explorateurs demandaient au Tatatumu, d'où venez-vous? Et eux, ils répondaient, nous Hawaii, Maimato. Donc, après, où est ce Hawaii? C'est toute la question. Et après, il y a tout un chemin
pour essayer de retracer le chemin dans l'autre sens. Et voilà, et donc tout au long du livre, quand j'ai pu, j'ai mis effectivement, par exemple, Maraut Aroa aussi, la dernière reine de Tahiti, qui est une Teva, donc on est de cette même lignée-là. J'ai aussi plusieurs fois utilisé ces textes, et puis d'autres textes, tout ce que j'ai pu trouver, en fait, qui permettait de faire entendre la voix des Tupuna, je l'ai mise aux côtés des voix occidentales, parce que c'est nous aujourd'hui, on est ces mélanges-là, en tout cas moi, je suis tous ces mélanges, mais il fallait faire entendre ces voix-là, parce que c'est celles qu'on connaît le moins. Et ça donne un meilleur équilibre, en fait, ça donne une vision, je pense, plus juste des choses, puisqu'on a les différents points de vue. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas eu en main des putatupuna, ça j'ai pas eu. Mais bon, j'ai utilisé les travaux des chercheurs Pupa, parce qu'il y a aussi une grosse remise en question. Les chercheurs aujourd'hui n'ont pas du tout la même vision que les explorateurs il y a 200 ans, ça c'est certain. Et aussi des chercheurs polynésiens qui cherchent aussi à leur façon. Et c'est un apport aussi différent. Sur la période récente, j'ai beaucoup utilisé le travail de Litera Maori, par exemple, où ce sont des voix d'ici sur l'évolution des langues. Quand je parle des menaces qui pèsent sur la culture aujourd'hui, je me suis basée sur notamment les états généraux de la culture qui ont eu lieu en 2009, où là ce sont des experts qui ont fait ce constat. Je ne me suis pas permis de donner mon avis parce qu'il y a déjà des tas de gens qui ont réfléchi sur ces sujets. Mon avis, c'est peut-être en intro et à la fin, et là on partage aujourd'hui, mais j'ai vraiment présenté le travail de tous ces chercheurs-là. Quand je parle des marquisiens, moi je ne suis pas marquisienne, je me base aussi sur des interviews que j'ai lues, que j'ai trouvées sur les tenants du renouveau culturel marquisien. Parce que je ne veux pas me permettre de parler à leur place, hein, voilà, parce qu'ils ne vont pas aimer. Tout comme nous, on n'aime pas, hein, voilà. Voilà, merci. Maruru, je pense qu'on a... On a fini. En fait, c'est au niveau du temps, je ne sais pas ce qu'il y a après, en fait. Parce qu'il y a un programme, normalement. Là, il n'y a plus rien. C'est vrai ? Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de lecture, de... On a un petit truc à faire après, mais Oui. tu peux tirer un petit peu si tu as encore une dernière question. Non, c'est plus pour le Vous public. avez une question ? Ah, une question. Est-ce qu'il y a encore une question à poser? Ou un commentaire, hein, Tout était clair et limpide. Oui, Harry. J'espère. Merci. Voilà, 2,5 Voilà. mètres Pendant que mes mamans de sont à la livre. plage, moi j'étais en train de lire et d'écrire. Hein. Quand tout le monde va à la mer, moi j'écris. Voilà, hein. Voilà. Mais voilà, j'étais emportée dans ce chemin. Voilà, merci beaucoup. Hein. Bonsoir, Merci. Yorana. Oui. Yorana. Si j'ai bien compris, vous Oui. avez fait des présentations devant des jeunes, des écoles. Hier, oui. Comment ça s'est passé? Alors, c'était qui manifeste. C'était intéressant puisque c'est une classe Patitifa, donc spécialisée sur les langues et cultures de Taoné, donc une classe de 3e, je crois bien. Donc, ils sont déjà à la base intéressés par le sujet. Et donc, comme vous savez, les enfants, ils ont souvent honte de répondre. Donc, du coup, je les ai beaucoup questionnés et on a pu avoir un échange et je les ai trouvés très intéressés. Très intéressés. Ce que je trouve, moi, personnellement, un peu dommage, c'est que des programmes comme ça, Patitifa, qui mettent en valeur les langues et les cultures, ne sont pas forcément très largement diffusés dans les classes. Et de ce que j'ai compris, c'est une classe qui est un peu en difficulté. Donc, moi, je rêve du jour où ces formations-là sont données à toutes les classes ou aux meilleures classes, et pas que aux classes en difficulté. Mais j'ai dit à ces enfants, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Soyez fiers parce que vos ancêtres, ils ont fait des choses extraordinaires. Hein, il ne faut pas continuer à avoir honte, comme on a eu cette honte qu'on porte depuis tant d'années. Moi, je sais, par exemple, mon arrière-grand-mère, qui est des Australes, qui ne parlait que le tahitien ou le tupoué. Hein. Bon, là, il y a des débats, est-ce que la langue tupoué a disparu ou pas, c'est un autre sujet. Mais elle appelait ma maman Tamahine Atatane, à Satan, fille de Satan. Parce que, voilà, elle voulait danser. On a un rapport compliqué avec notre passé compte tenu de la religion, de la place qu'occupe la religion. Alors, c'est très bien la religion, moi je suis croyante, je respecte beaucoup, mais voilà, on vit quand même un conflit. Donc voilà, les enfants étaient très intéressés.
On a fait des photos. C'était un bon moment. J'ai passé un très bon moment avec les enfants. Donc, voilà. Et je vois, moi, après, voilà, il faut continuer le chemin pour les intéresser. Parce que TikTok, c'est plus fun que de lire des livres. Sinon, il faut faire le livre en TikTok. Hein, mais là, il ne faut pas trop me demander. Hein. Je suis danseuse, mais quand même. Pas TikTokeuse. Pas TikTokeuse du tout. Voilà. Yorana. Bonsoir. Oui, c'est ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque à faire ce DU. Et ensuite, peut-être plus comment faire un point sur le fait que c'est très grave aujourd'hui qu'en fait les jeunes Polynésiens n'apprennent pas l'histoire, elle n'est pas transmise, ni par l'éducation nationale, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible pour transmettre cette histoire, ou par les familles. Alors là, c'est très inégal, une famille. Ouais. Alors, merci beaucoup pour la question. Pourquoi je suis allée vers ce DU? En fait, moi, je travaille à Tahiti. Je m'occupe de l'activité des séjours dans les îles, ce qui est package. Donc, ma mission, c'est d'aller dans les îles et d'inciter les populations de Tahiti à se rendre dans les îles. Ce qui n'est pas gagné. Hein. Moi, je ne parle pas que du prix. Hein. On ne va pas se fâcher aujourd'hui. On fait des super tarifs. Bon, allez, fini la page de pub et passé. Donc, voilà, mon rôle, en fait, c'est de promouvoir chaque destination comme une destination unique. Alors, ce n'est pas difficile puisque chaque destination est vraiment unique. Hein, donc, chaque île a ses centres d'intérêt, chaque île a peut-être sa langue, chaque île a ses plantes ou ses oiseaux, etc. Donc, moi, mon rôle, c'est mon travail depuis de nombreuses années, c'est de faire la promotion de ces îles-là en Polynésie, à une époque à l'étranger aussi, mais surtout en Polynésie. Donc, on touche un public tahitien et un public aussi de métropolitains. Voilà. Et donc, comme j'étais déjà passionnée par ce sujet, quand j'ai vu que l'université proposait un DU, je me suis dit, je vais y aller, ça va compléter en fait mes connaissances. Je ne m'attendais pas à apprendre mon histoire en fait, puisque ça s'appelait Connaissance et préservation des patrimoines naturels et culturels. Donc, je me suis dit, ça va me permettre d'enrichir le site du séjour dans les îles, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'informations dedans, mais je ne pensais pas que j'allais apprendre mon histoire. Donc ça a été le grand choc, parce que je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ça? Que le paradis, c'était pas le paradis, que c'était une vision, une projection des Européens, que les femmes ne se vendaient pas pour 3 clous, parce que ça m'a beaucoup blessée. C'est quelque chose, je vivais avec ça, c'était une souffrance pour moi de me dire ça. Ça n'avait pas de sens. Donc quand on le relit à travers maintenant les connaissances que l'on a, on sait que c'était pas le cas. C'est pas le cas. On redonne un peu d'honneur à nos marinés de l'époque. Donc voilà, moi je suis partie de ce chemin au départ pour des questions professionnelles et de passion et d'intérêt personnel. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et j'ai eu un tel choc que je me suis dit, mais il faut que je partage. Bon, ça m'a pris de nombreuses années parce que j'ai déjà un travail, donc je fais ça quand vous tous vous allez à la plage. Mais voilà, donc ça c'est la première question. Et pour la deuxième, moi si tu veux, je parle pour ma génération, celle de mes parents et peut-être quelques générations après, où effectivement l'histoire c'est tabou. On n'en parle pas, c'est des trucs de sauvages et de cannibales. De toute façon, c'est pas intéressant. Voilà. Et on n'apprend pas à l'école. Même Pouvan A, on n'apprend pas à l'école. Ça fait quoi, 3 ans qu'on peut parler de Pouvan A maintenant. Donc, c'est un peu grave quand même. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué pour les familles de transmettre une histoire qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Je vais parler aussi du Reo Tahiti. C'est compliqué de demander à nos générations de transmettre une langue quand il y a eu beaucoup d'interdits. Alors, il y a des familles qui ont bien fait le job, qui ont bien transmis. Il y a d'autres familles où la langue ne s'est pas transmise. Et moi, je vois pour le cas de mon arrière-grand-mère parlait que le tahitien, ma grand-mère parlait les deux, ma maman parlait les deux, mais à nous, les enfants, dans son expérience à elle, elle me disait, les curés, ils tournaient dans les maisons, ils disaient, si vous aimez vos enfants, vous ne leur parlez pas en tahitien, vous leur parlez qu'en français. Donc ça, c'est un exemple. Après, c'est pas pareil pour toutes les familles, hein. Mais moi, je vois mon copain qui est Rurutu. Lui, il est né avec cette langue. Ses parents ne parlent d'ailleurs aujourd'hui que cette langue.
Et à l'école, il se faisait punir parce qu'il ne parlait pas le français, qui est une langue qu'il n'avait jamais entendue avant. Donc ça, c'est compliqué aussi. Donc je pense que la transmission, c'est un vrai sujet. Moi, je ne peux pas parler pour l'éducation et tout, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait déjà. Parce que entre ma génération et les générations d'aujourd'hui, par exemple mes nièces qui vont à l'école, elles apprennent plus de choses que moi quand j'étais à l'école. Hein, forcément, il y a une évolution, et pour les langues aussi. Mais le travail, il en reste beaucoup. Voilà. Et justement, pour parler de la transmission demain, nous faisons donc une table ronde avec Viri Taimana, le directeur du Centre des métiers et des arts, et Myriama Bono, la directrice du musée Tahiti des îles, et Mouer Idarius, autour des chemins de la transmission que j'aurai le plaisir aussi d'animer. Marururoa, bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis en train de me faire gronder parce qu'il fallait arrêter. Oui, on arrête, ça y est. Non, mais t'as cru qu'on continuait, mais on continue pas en fait. Il y avait encore un intérêt à le faire, et puis comme il n'y avait plus rien de programmé. En tout cas, voilà, merci à tous. Un grand merci, merci d'être venu. C'était très intéressant. Merci à toi d'avoir écrit ce livre, il y en a besoin. On avait besoin de ça, tous. Et voilà. Donc bonne soirée à tous, on se revoit demain pour la suite des aventures au...